Grüezi! Je vous avais manqué, hein? Non. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une histoire qui n'est pas tout à fait une légende, donc j'hésite à mettre mon générique des contes et légendes, mais en même temps, c'est un petit peu une légende, enfin disons que c'est une histoire teintée de légende. Et puis je trouvais pas d'intro digne de ce nom. Une marmite peut-elle décider du destin de toute une ville? Ouais. C'était pas terrible. Bref, si vous êtes genevois ou que vous avez lu le titre de la miniature, et ben vous avez compris qu'on va parler de la marmite de la mer au royaume. Les Français, et surtout les Savoyards. Désolés, mais nous serons les méchants de l'histoire. Notre histoire se déroule à Genève, capitale de la Suisse. Non, je déconne, c'est Zurich. En vrai, il y a pas mal de Français qui pensent que Genève, c'est la capitale de la Suisse, et je pense que c'est à cause de toutes les organisations internationales qui y pullulent, mais sachez-le pour votre culture perso, si jamais vous n'êtes pas au courant, la capitale de la Suisse, c'est Berne. Et je pense qu'on va y faire un petit tour bientôt, parce que j'ai pas mal de contes et légendes sous le coude. C'est fou, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que j'arrive plus à faire des phrases entières sans devoir les couper, parce que je sais plus ce que je veux dire. On se concentre. Ah, Genève, on y trouve plein de choses insolites comme le jet d'eau, le symbole phallique par excellence, l'école de Titeuf, le banc en bois le plus long du monde. J'ai pu rien savoir, j'ai dit en bois. La jonction et ses eaux magnifiques. La partie crade vient de la France. Le quartier des Schtroumpfs les ramène à presque 30 francs de yuk. Hop, hop. On va pas balancer. Bref, il y a plein de choses à dire sur Genève, et j'ai d'ailleurs 5 autres contes et légendes de canton de Genève que je vous servirai un jour, peut-être, si vous êtes gentil. Faut vous abonner et chanter mes louanges. Revenons-en à notre marmite, parce qu'à la base vous êtes quand même là pour ça. Nous sommes en 1602. Les Savoyards, jaloux de la prospérité et de la richesse des Genevois, ça n'a pas changé, décident d'envahir la ville. Enfin, ce sont pas vraiment les Savoyards qui se sont regroupés pour se dire « Eh, venez, on attaque Genève, ils ont trop de pognon, c'est mais plutôt le duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier, qui s'est dit qu'il y aurait une bonne opportunité à faire de Genève sa capitale au nord des Alpes, tout en luttant contre le calvinisme avec l'appui du pape Clément VIII, et ça malgré une paix jurée et rejurée derrière. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à cette période de l'histoire, la France et Genève ça n'allait pas trop ensemble à cause de la religion. D'un côté, nous avons la France, puissante, chrétienne, et de l'autre côté, Genève, berceau des calvinistes, ni protecteur des persécutés par les chrétiens. Et pour l'anecdote, savez-vous quel lien il y a entre le calvinisme et l'horlogerie suisse? J'attends que vous me répondiez. Vous mettez un commentaire maintenant, vous me dites si vous connaissez le lien, vous mettez un timecode, je veux pas savoir, vous me répondez pour favoriser l'algorithme. Vous faites un peu votre boulot parce qu'en ce moment ma chaîne est en train de mourir. S'il vous plaît. Au XVIe siècle, Jean Calvin, un pasteur d'origine française, est contraint de fuir en Suisse pour défendre ses idées de la réforme protestante. C'est à Genève qu'il écrit plusieurs livres religieux et qu'il développe ses théories sur lesquelles sera fondé le calvinisme. Non mais vraiment, il faut que je dorme, je vais pas y arriver. Et ce cher Calvin, on va dire qu'il était un petit peu austère, puisque c'est en 1541 que passe une loi dans laquelle figure l'interdiction de porter des ornements ostentatoires. Autrement dit des bijoux. À cette époque, il y avait de très nombreux joailliers à Genève, et pour survivre à cette loi, ils ont été contraints de se reconvertir dans l'horlogerie. La vie trouve toujours un chemin. Donc quelque part, on peut remercier Jean Calvin pour la fastuosité des montres suisses qui, pour certaines, il faut l'avouer, sont de véritables ornements ostentatoires. C'est ironique. Mais revenons-en à notre légende. Nos petits Savoyards décidèrent donc d'attaquer Genève la nuit du 11 au 12 décembre 1602. Et à partir de là, j'ai décidé de vous raconter la légende plutôt que les faits historiques. Enfin, disons qu'on va faire un petit mélange des deux. Et je vais même mélanger les légendes entre elles parce que j'ai trouvé tantôt un récit avec une poule, tantôt un récit sans poule. Perso, j'aime bien celui avec la poule. Elle est où la poulette? Alors on va partir sur le récit avec la poulette. L'attaque des Savoyards n'a pas été laissée au hasard. 2000 hommes parés de cuirasses teintes en noir pour passer inaperçus dans la nuit se préparent à escalader les remparts de la ville. Remparts qu'un certain François de Brunolieu, un Picard, était venu en personne mesurer 3 semaines plus tôt. Incognito. D'après la légende, les sabots des chevaux étaient même recouverts de tissu pour minimiser le bruit. Selon le plan, les Savoisiens devaient faire exploser la porte neuve afin de pouvoir y laisser passer le plus gros des troupes. Ils approchent de Genève en longeant l'Arve, puis le Rhône jusqu'à la Coraterie, ceci pour une bonne raison, masquer le bruit de cette armée en marche. Car en effet, le long de ces rivières se trouvent des moulins, sans parler du fait que le courant était assez fort pour masquer le bruit des cuirasses et des armes. Tout semblait être du côté des Savoisiens, et pourtant, au-dessus de la porte de la Monnaie vivait une femme, Catherine Chénet, épouse royaume, aujourd'hui célèbre sous le nom de mère royaume. Née vers 1542 à Lyon, c'était donc une Française, elle épouse en 564 Pierre Royaume, potier d'étain et graveur de monnaie.
Et c'est pour ça qu'ils habitaient au-dessus de la porte de la monnaie. Notre mère royaume, qui avait quand même une bonne tripotée d'enfants, était en train de préparer la soupe pour le lendemain. Elle était en train de cuire dans une énorme marmite au-dessus d'un feu, et il ne manquait plus qu'un seul ingrédient, le poulet. Mais le poulet était bien décidé à ne pas finir en soupe, et il s'enfuit par la porte laissée ouverte. Cours, petit poulet! Alors un des enfants de la mère royaume se mit à poursuivre le poulet qui arriva droit sur le duc de Savoie et ses hommes qui, les pauvres, espéraient faire une entrée discrète. Ni une ni deux, le gamin courut donner l'alerte. Bien entendu, il s'agit ici de la légende, mais pour les faits purement historiques, il semblerait plutôt que ce soit 2 sentinelles qui, entendant un bruit un peu suspect, seraient sortis pour voir ce qui se passait et bien entendu, ils seraient tombés directement sur les Savoisiens. Un des deux meurt rapidement, mais l'autre a le temps de tirer un coup d'arquebuse, ce qui réveille toute la ville. Mais revenons-en à la légende qui met en scène l'enfant et la poule. L'enfant, pris de peur, prévient aussitôt les sentinelles et les festivités commencent. Les cloches de la cathédrale Saint-Pierre, le tocsin, puis toutes les cloches des temples de Genève se mettent à sonner. La populace se réveille en sursaut et tous se saisissent d'armes pour prêter main forte aux milices. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous. Toujours vêtus de leurs pyjamas, les habitants, femmes, enfants, personnes âgées se mettent à défendre leur ville. Certaines femmes, comme la mère royaume et Jeanne Piaget, resteront même dans les annales tant ce qu'elles accomplirent fit basculer la chance du côté des Genevois. Malgré le courage des habitants, Genève n'est pas tirée d'affaire. Pour remporter la victoire, il suffit aux Savoisiens de se frayer un passage jusqu'à la Porte Neuve et ainsi pouvoir laisser passer le plus gros des troupes qui attend à plein palais. Mais heureusement, un homme s'aperçoit de la manœuvre des ennemis. Cet homme, originaire de Lorraine, c'est Isaac Mercier. Et Isaac, il a le réflexe de couper la corde de la herse et ainsi mettre fin aux espoirs des Savoisiens. Et du côté des remparts, ça caillasse sévère. C'est d'ailleurs pour ça que la fête porte le nom de fête de l'escalade. Tout ce qui peut être lancé sur l'ennemi, lait, chaises, tables, pots de chambre, tout y passe et c'est ainsi que la mère royaume avisa la marmite sur le feu. Elle s'en saisit et sans aucune hésitation la lâche sur les soldats en train d'escalader le rempart. L'armée savoisienne est mise en déroute. Du côté savoisien, on déplore 72 morts et 120 blessés, alors que du côté genevois, les chiffres s'élèvent à 18 morts et 24 blessés. C'est une victoire. Depuis, la fête de l'escalade commémore ce grand moment, et si vous allez à Genève le soir du 11 décembre, vous pourrez voir un grand défilé en costume d'époque avec même des tirs de canon. Vous pourrez aussi manger la fameuse soupe de la mère royaume, mais mieux encore, vous pourrez déguster la marmite en chocolat garnie de massepain. C'est mon moment préféré de l'année. La coutume veut que le plus jeune et le plus vieux membre de l'assemblée ou de la famille, si vous faites ça en famille, cassent la marmite ensemble en prononçant ces paroles. Ainsi périssent les ennemis de la République. Et je pense que c'est ce qu'on va aller faire maintenant, alors je vous laisse sur ces images et moi je vous dis à très bientôt et tout de bon. Les enfants, on est prêts à casser la marmite? Oui. Ensemble? Il faut dire ainsi périssent les ennemis de la République. 1, 2, 3. Ainsi périssent les ennemis de la République. Ça fait mal. Oh. Allez, on mange, ouais. Oh, regardez les massepains. Il y a même des petits bonbons et des pétards normalement. Tu peux avoir un bonbon? Ah, je me suis fait mal au Trop genou. bleu au caramel. Non, il n'y a pas de pétard. Il n'y a plus de pétard. Normalement, il y a des pétards là-dedans. Il y a une blague parce que... Sur ce, je vous souhaite bonne fête de l'escalade et tout de bon.